Avec Catherine Bocquet, rédactrice en chef de Imo Week, nous vous proposons ce jour une rencontre avec Jean-Claude Bastien, directeur général de Nexity Solutions Entreprises. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Avec Jean-Claude Bastien, nous allons aborder le marché du bureau, l'industrie du tertiaire, particulièrement sur la sellette en ce moment en raison des modifications d'usage accélérées par la crise sanitaire de la Covid-19. Jean-Claude Bastien fait le point. C'est une banalité de dire que c'est une année terrible. C'est une année terrible pour deux raisons. La première raison, c'est que les bureaux ont été désertés de manière assez brutale du jour au lendemain, et qu'on a eu plusieurs épisodes de confinement. Donc, on a tous découvert quelque chose qu'on n'avait jamais expérimenté. Puis la deuxième chose, c'est que ça vient jeter des doutes, des questionnements assez forts sur l'avenir du marché de l'immobilier tertiaire. Qui était un actif et un asset recherché. Le sera-t-il toujours? À quelles conditions? C'est des vraies questions. Alors ces vraies questions, justement, est-ce qu'on se les posait pas un petit peu avant, déjà, mais est-ce qu'il y a eu une accélération causée par la pandémie? Dans votre question, le vrai sujet, c'est sur les évolutions des usages. Ça, oui, le Covid ne fait qu'accélérer quelque chose qui était déjà à l'œuvre. En réalité, si on prend du recul, depuis qu'on n'est plus attaché à son bureau avec un ordinateur fixe qui a l'ordinateur portable, on est dans les années 90. Ensuite, le Wi-Fi pour tous, on est dans les années 2000. Et puis ensuite, l'ultra-mobilité avec son bureau dans la poche, avec le téléphone portable transformé en mini-ordinateur. Ça, c'est l'iPhone en 2007. On est rentré dans un mode de l'ultra-mobilité. Alors, les entreprises commençaient à s'y adapter de manière accélérée au fil du changement de génération. Quand on a à l'esprit qu'aujourd'hui, dans les entreprises françaises, un salarié sur deux de la génération millénias, on comprend bien que cette accélération était forte, parce qu'il fallait pouvoir attirer les talents, les conserver et leur offrir des conditions de travail correspondant à leurs propres habitudes de vie. Et donc ces mouvements-là étaient en place. Covid arrivant, le fait d'être projeté dans une mobilité supplémentaire, c'est pas une révolution. C'est une vraie accélération. Et la vraie découverte pour les entreprises, c'est que il y a une frontière qui s'est cassée, celle de l'espace privé et de l'espace de travail. Les entreprises ont découvert qu'en réalité, on pouvait effectivement travailler hors les murs. Et que travailler hors les murs n'était pas forcément significatif de moins de productivité. Et que donc, ils pouvaient s'y adapter. Ça, c'est une vraie nouveauté. Travailleurs les murs, certes, mais on entend aussi que pour un grand nombre de salariés, et pas que les millennials, il y a cette envie de revenir au bureau de temps en temps, de ne pas être en 100% hors les murs. On est d'accord, mais là encore, on rentre dans ce que j'ai l'habitude d'appeler, moi, la dialectique des paradoxes. Parce que ce que vous dites est juste. Si on prend les statistiques, la dernière que j'ai en tête d'une enquête sérieuse faite par la chaire Workplace de l'ESSEC, travail scientifique, oui, 70% des collaborateurs souhaitent continuer à télétravailler après la crise. Mais ils sont aussi 65% à vouloir revenir au travail. Comment on gère ces injonctions contradictoires? Exactement, ces injonctions contradictoires, c'est un vrai questionnement. Et puis ensuite, s'ils veulent revenir au travail, ils ne veulent pas revenir au travail dans tout à fait les mêmes conditions qu'avant. Ils veulent revenir en ayant moins de contraintes de densité. Et ils sont plus réfractaires à l'organisation du travail flex qu'avant. Donc ça, c'est aussi des contraintes que les entreprises vont devoir prendre en compte. C'est un monde à l'envers, c'est-à-dire qu'on parlait que du flex il y a quelques années, et aujourd'hui on se rend compte que on revient à des choses plus traditionnelles. Oui, absolument. Et encore faut-il bien qualifier de quoi on parle quand on parle de flex. C'est pas la même chose d'être en open space, avec en réalité espace ouvert, qui permet d'optimiser les mètres carrés au sol, mais avec des postes attribués, que d'être dans un mode pur flex avec des postes de travail non attribués. C'est ce mode-là que les collaborateurs aujourd'hui ont une réticence à retrouver. Ceci dit, encore une fois, il faut faire la différence entre l'urgence du moment et le temps long. Un exemple qu'on a sous les yeux, au mois de septembre, lorsque, après le second confinement, tout le monde était revenu au bureau, etc., 88% de retour au bureau. C'est énorme, ouais. C'est énorme. Et deuxième chose, c'est que, alors que pendant le confinement,
Ils étaient 50% à dire je suis pas certain que le poste de travail que je vais retrouver va être safe, va me rassurer, etc. Lorsqu'ils étaient revenus au travail, 73% d'entre eux déclaraient que leur poste de travail, tel qu'ils l'ont retrouvé, leur convenait. Donc là encore, il faut faire la différence entre les commentaires dans l'urgence et la réalité sur un temps un peu plus long. Nouveaux usages en termes de travail, en termes de bureau, nouveaux usages liés à la crise de la Covid-19, mais pas que. Catherine Bocquet a voulu aller plus loin dans l'analyse auprès de Jean-Claude Bassien. La contradiction, elle est aussi dans le fait que pour arriver sur leur lieu de travail, il faut prendre un transport en commun. Souvent, très peu se déplacent en voiture. C'est ça aussi qui crée cette peur de revenir au bureau. Alors, c'est un sujet là qui est pas lié au Covid. C'est un sujet qui est lié à la métropolisation. La métropolisation, c'est très simple. Des villes de plus de 200 000 habitants en France, il y en a quoi, une quinzaine. Les métropoles, ça aspire 85% de l'emploi salarié. Donc ça veut dire que beaucoup de salariés travaillent en dehors du centre-ville. La région parisienne, le temps moyen de transport aller-retour, c'est 55 minutes. Donc c'est beaucoup de temps passé dans les transports. Donc le fait, par le télétravail, de pouvoir découvrir qu'on peut travailler de chez soi, amène à se poser la question du bon équilibre. Encore que le sujet, il est aussi économique pour les salariés. C'est quoi l'arbitrage ? L'arbitrage d'être à côté de mon travail et donc de payer un loyer plus élevé pour y être, ou être loin de mon travail, mais du coup loin de mes équipiers, me sentir à l'écart, prendre le risque, s'il y a des arbitrages sur les postes de travail, que le mien soit arbitré avant celui de mon voisin, de mon collègue, qui lui est au bureau tous les jours. Tout ça n'est pas si simple. Et moi, je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus, si vous me permettez de prendre un peu de distance. Il y a un vrai sujet sur le quantum du télétravail. C'est question de savoir est-ce que ça change ou pas les lieux de travail et les habitudes. Pour moi, il y a vraiment une barrière au-delà de 2 jours de télétravail. En deçà de 2 jours de télétravail, on est dans une arithmétique économique pour le salarié, pour vous et moi, qui est de dire finalement, je passe plus de temps, plus de jours dans l'environnement de mon travail, donc vaut mieux que je sois proche de mon travail. Au-delà de 2 jours, ça change. On regarde l'arithmétique, on se dit finalement, si je dois faire que 3 jours au bureau, est-ce que ça vaut pas la peine que je m'éloigne du centre-ville? Est-ce qu'économiquement je m'y retrouve pas? Et donc cette question de quantum, elle est très importante. Or, aujourd'hui, on n'y est pas. Quand on regarde les négociations en cours sur le télétravail, ça se fixe de la manière suivante. Les entreprises qui n'avaient pas 2 jours de télétravail ou un accord sur le télétravail discutent autour d'1 jour de télétravail. Et ceux qui en avaient discutent autour de 2 jours. Donc vous voyez qu'on franchit pas vraiment ce seuil-là, et donc il faut observer ça avec attention. Cette expérience dont vous nous parlez, Jean-Claude Bassien, c'est une expérience que vous vivez, j'imagine, directement avec vos collaborateurs chez Nexity, mais également avec vos clients, en fait. Oui, absolument. Alors évidemment, avec nos collaborateurs, moi j'ai été frappé au retour à la fin du premier confinement, j'ai été extrêmement frappé par la rapidité du retour au bureau. Et je suis frappé aujourd'hui, là, pendant qu'on se parle, du nombre de demandes de collaborateurs qui veulent des attestations pour revenir au bureau. Mais c'est tous les jours en augmentation. Il y a une envie de se retrouver. Il y a une fatigue. Et il y a une autre chose que j'observe, moi, je parle toujours de mon expérience d'entreprise, la fatigue de l'encadrement. De l'encadrement intermédiaire notamment, la difficulté de gérer les plannings de travail, la difficulté de changer de mode de relation, de suivi des collaborateurs, de suivi de la contribution des uns et des autres, la difficulté à animer du présentiel et du distanciel. Moi, ça m'a sidéré lorsqu'on est revenu du confinement et qu'on a eu des collaborateurs qui étaient en distanciel et d'autres en présentiel. Et je regardais les réunions qu'on faisait, présentiel, distanciel. C'est terrible. C'est terrible parce qu'on n'est pas organisé pour ça, en fait. L'écran est presque un élément d'exclusion. Parce qu'en réalité, très vite, dès qu'un sujet donne lieu à débat, il se débat avec ceux qui sont en présence. Et ceux qui sont à distance, même quand ils lèvent la main, de manière électronique, la petite main jaune, oui. Même quand ils lèvent la main, on fait plus attention. Et ils sont spectateurs de ce qui se passe dans la salle. Donc il y a une vraie question
Et si on doit s'installer dans ces habitudes, il y a une vraie question sur comment on fait vraiment pour travailler ensemble en étant en distanciel et en présentiel. Donc ça, c'est mon expérience vécue chez Nexity. Je peux vous dire, pour avoir discuté avec beaucoup d'utilisateurs, que c'est très partagé. Est-ce qu'il y a une histoire de génération aussi? Vous évoquez les millennials au début de cet entretien. Est-ce que vous ressentez une question de génération aussi au milieu de tout ça? Non, je dirais que peut-être au début, lors du premier confinement, une difficulté à malgré l'urgence du moment, à se mettre dans le rythme de l'outil et de s'accommoder des fonctionnalités des outils digitaux. Oui, là il y avait une différence de génération observable. Ça se voyait à chaque réunion. Passé le premier confinement, au second, il y avait plus ça. Tout le monde était aligné. Donc non. Pour revenir sur la notion de télétravail, de nombreuses entreprises ont décidé de mettre leurs collaborateurs en télétravail jusqu'en décembre 2021. Une décision qui, forcément, aura une conséquence sur l'immobilier de bureau, sur l'immeuble de bureau. C'est la question que Catherine Bocquet a posée à Jean-Claude Bastien. Comment vous voyez ça? Est-ce que la solution, c'est de faire de ces immeubles autre chose? Est-ce que la clé, quand on fait du bureau, c'est de penser à ce que ce bureau un jour cet immeuble, un jour devienne autre chose? Comment on fait? Alors, plusieurs choses. D'abord, oui, il existe les situations que vous évoquez, mais même s'ils font le choix de mettre leurs salariés en télétravail sur un temps long, ils ont continué à avoir des bureaux et payent des loyers, parce que une particularité de l'immobilier, c'est qu'on est sur des temps longs. On est sur des bails, des baux, 369, et donc on débranche pas comme ça. Donc premier élément. Deuxième élément, il faut se poser la question de l'adaptation. Les vraies questions, je pense qu'il y a deux séquences, une séquence temps court et une séquence temps long. Sur la séquence temps court, la question qui va se poser pour l'entreprise, c'est quoi mon urgence économique? Comment je rétablis mes bons process, comment je maîtrise mes coûts, comment je retrouve des niveaux de revenus, de chiffre d'affaires, de rentabilité qui soient satisfaisants, et de combien de personnes j'ai besoin pour opérer mon activité selon les nouvelles contraintes. Ça, c'est le temps court. Ensuite, dans le temps long, il va avoir la question de savoir, ok, comment je m'organise en vrai? Comment je me projette sur la durée dans mon organisation du travail? Et donc, de combien de mètres carrés j'ai besoin? De combien de temps de télétravail que je peux accepter en fonction de mon process propre, moi, entreprise X, Y ou Z, et donc quelles conséquences j'en tire sur mon besoin immobilier. Et là, deux alternatives, soit c'est un sujet de réaménagement d'espace, parce que plutôt de faire moins de mètres carrés, je choisis de faire mieux de mètres carrés, c'est-à-dire que je rééquilibre entre le collaboratif et le travail au poste. Je rappelle qu'aujourd'hui, on est dans 20% de collaboratif, 80% de travail au poste. Je pense que demain, ça va significativement changer. Donc ceux qui arbitreront entre le moins de mètres carrés et le mieux de mètres carrés, et puis ceux qui diront, moi, en fait, je veux travailler différemment. Je veux effectivement avoir un centre, un siège social plus petit, avoir des unités peut-être en province pour être plus proche des collaborateurs, parce que ça offre plus d'agilité, et puis une part de télétravail, et puis même peut-être donner l'accès à des tiers-lieux qui permettraient pour les collaborateurs à distance douce d'aller sur des endroits professionnels pour pouvoir travailler. Il y a une proposition de loi d'ailleurs d'un sénateur de Paris en ce Absolument. sens, de façon à favoriser les lieux de coworking, en tout cas un ticket coworking dont le montant serait partagé entre l'employeur et l'État, en gros, c'est ça? Alors, sans flagornerie aucune, je dirais que j'étais assez content de voir que ce projet de loi reprenait une idée que nous poussons notamment avec Clément Alteresco, notre patron de Morning, le ticket bureau, etc. Et oui, il y a un vrai sujet, parce que les tiers-lieux, en réalité, on en parle, mais ça n'existe pas. Allez, on a combien de millions de mètres carrés de bureaux en France? On va en avoir plus de 85 millions de mètres carrés en France. Région parisienne, 55 millions. Les tiers-lieux, il y en a 1700, ils sont dénombrés, il y en a 1700, et c'est 1 million de mètres carrés. C'est rien. Oui, il y a une marge. C'est rien, d'autant plus que là-dedans, vous comptez les coworkers, qui sont en centre de métropole, qui représentent 25% de ces mètres carrés. Donc, ce n'est rien. Donc, il faut que ces espaces existent. Nous, chez Nexity, nous avons pris l'initiative de tenter de développer une offre.
on va se lancer dans une offre qu'on a qualifiée de mini-bureau, qui consiste en première couronne et deuxième couronne de région parisienne, proposer des espaces de 100 à 300 mètres carrés, qui soient en accès totalement digital, équipés comme un coworking, c'est-à-dire comme des espaces de bureau flex, qu'on peut réserver à l'avance, et accessible. Accessible, ça veut dire à des coûts à l'heure, accessible pour le salarié si c'est lui qui paye. On est dans notre modèle, autour de 4 € de l'heure, maximum. Et évidemment, on va proposer aux entreprises des abonnements. Dans un premier temps, ce que nous espérons faire, c'est une vingtaine de sites pour expérimenter l'offre. Et vous allez l'appeler, vous m'avez dit ? Mini-bureau. Au-delà de l'aspect économique, vous nous amenez une vraie réflexion sociologique qui me semble importante. Alors, pour conclure, quelle est justement votre vision de tout cela et peut-être plus précisément sur cette année 2021, les objectifs de Nexity Solutions Entreprises? Alors, il y a deux questions. Il y a une double question. Alors, la première question sur les leçons à tirer, je pense qu'il est urgent pour tout le monde de décoller le nez du pare-brise. Prendre du recul pour analyser les choses vraiment, et pour les entreprises, de se recentrer. C'est-à-dire, de quoi j'ai besoin, moi, entreprise alpha ou bêta, pour faire mon activité, et comment je pense mon immobilier. Ça, c'est un vrai sujet. Et là, il y a un vrai travail de réflexion, et je pense que il y a pour notamment les DRH et les directions générales de la matière pour les mois à venir. Ensuite, pour Nexity Solutions Entreprises, l'environnement tel qu'il est nous offre un terrain de déploiement tout à fait intéressant, parce que nous nous sommes transformés. Nexity est connu pour être le premier promoteur immobilier de France, mais en réalité, ça fait maintenant 4 ans que nous sommes transformés en plateforme de services immobiliers. C'est-à-dire que nous sommes capables d'accompagner nos clients au niveau du conseil, de quoi ont-ils besoin, évidemment au niveau de l'acquisition, mais au niveau de la location, de l'agencement, de la gestion ou de l'exploitation des espaces. Et donc, dans un environnement où est questionné tout un ensemble d'éléments concernant la trajectoire immobilière des entreprises et en même temps des alternatives d'investissement des investisseurs institutionnels, il est clair qu'être une plateforme de service devient une force. La force d'un grand groupe immobilier. Merci pour son éclairage à Jean-Claude Bastien, directeur général de Nexity Solutions Entreprises. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Nous nous retrouvons rapidement pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.